Il est 19 h, bienvenue sur Public Sénat. Voici les titres de notre édition. Jamais le Japon n'avait connu pareil tremblement de terre, 8,9 d'amplitude à l'origine d'un tsunami gigantesque qui s'est abattu sur les côtes nippones. Les derniers chiffres font état de plus de 1000 morts et de très nombreux disparus. La communauté internationale se mobilise ce soir. L'Europe prudente sur l'attitude à adopter face à la Libye. Si elle reconnaît l'opposition libyenne comme interlocuteur politique légitime, elle ne se prononce pas pour le moment sur l'hypothèse de frappe militaire sur le terrain. En France, sérieux coup d'arrêt à la politique sécuritaire du gouvernement. Le Conseil constitutionnel a rejeté hier certaines dispositions majeures de la loi LOPSI 2 sur la sécurité intérieure. Ce sera le débat de notre 19 h. La terre s'est donc déchirée ce matin au large du Japon, un séisme d'une magnitude tout à fait exceptionnelle, la plus forte en tout cas jamais enregistrée dans cette région du monde. Le tremblement de terre a déclenché une vague géante, c'est un mur d'eau de 10 mètres de hauteur qui a déferlé sur les côtes de la région de la ville de Sendai, au nord-est de l'archipel. Ce soir, on annonce près d'1 millier de morts et donc de très nombreux disparus encore. À la suite de ces séismes, la plupart des États riverains du Pacifique ont émis des avis d'alerte au tsunami. Des zones côtières ont été évacuées. Ce fut le cas cet après-midi à Hawaï ou encore dans les îles Mariannes. Mêmes alertes sur la côte ouest de Nouvelle-Calédonie ou les rivages de la Colombie et de l'Équateur. D'ores et déjà, au Japon, selon les informations gouvernementales, les dégâts sont considérables. Margot Aubrio. Rien ne résiste. La vague de 10 mètres de haut emporte tout sur son passage. Habitations, voitures, pylônes électriques et bateaux. Il est près de 15 heures locales quand la terre se met à trembler. Les Japonais sont au travail. Ici, les immeubles sont conçus pour résister aux secousses. Les habitants, eux, sont rompus aux exercices parasismiques. Mais c'est le séisme le plus puissant que l'archipel ait jamais connu, 8,9 de magnitude. Dans la capitale, les murs tanguent et les habitants cèdent à la panique. J'ai cru que j'allais mourir, c'était énorme. J'étais à la gare, je n'ai jamais senti une telle secousse. Tout au long de la journée, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Un barrage cède, un navire est emporté, même un train avec ses voyageurs est porté disparu. Découverte macabre sur une plage où des centaines de corps sont retrouvés. Des incendies se déclarent à plusieurs endroits. Ici, au nord de Tokyo, une raffinerie flambe. Ailleurs, des centrales sont arrêtées. Ce soir, l'état d'urgence nucléaire est décrété. Le niveau anormalement bas des eaux de refroidissement fait craindre le pire. Le bilan humain et matériel ne cesse de s'alourdir. Le gouvernement s'attend à des dégâts considérables. La France, l'Union européenne, l'ONU et les États-Unis ont déjà offert leur aide au Japon. Oui, en 2004 déjà, un dramatique tsunami avait endeuillé l'Indonésie. Le drame nippon relève du même phénomène géologique. Sandra Cerqueira a rencontré ce matin Claude Jopard. Il dirige à Paris l'Institut géophysique du globe. Le Pacifique est une des zones les plus actives de la planète. D'un côté l'Asie, de l'autre l'Amérique. On surnomme cette zone la ceinture de feu. Des plaques tectoniques qui bougent et des failles, d'où une importante activité sismique. C'est toujours dans une région où il y a une grande discontinuité, ce qu'on appelle une faille, mais c'est toujours une petite partie de la faille qui cède. Donc là, en l'occurrence, petite partie, ça veut dire un segment qui fait probablement 500-600 km de long et probablement 100-150 km de large. Donc il faut imaginer quand même que c'est quasiment la moitié de la France qui s'est mis à glisser peut-être d'une dizaine de mètres. D'heure en heure, le tsunami se propage. Toutes les régions côtières du Pacifique sont en alerte. Les premières vagues atteignent en ce moment même la Californie. Les dégâts ont été très importants au Japon, mais comme cette onde qui se propage dans le sens qu'on appelle le tsunami, comme elle se propage et qu'elle s'atténue, plus vous vous éloignez du point d'impact et plus les dommages sont faibles. Il n'y a aucun doute qu'il y aura une montée du niveau de la mer en Amérique du Sud aussi, mais plus vous êtes loin, plus cette montée sera faible. Alors les Nations Unies se disent aux côtés du peuple japonais. Barack Obama a présenté ses condoléances et a offert l'aide des États-Unis. L'Union européenne, elle aussi, promet de mobiliser toute l'aide nécessaire.
Le séisme nippon n'était pas au programme du sommet européen de Bruxelles, où les 27 ont adopté cet après-midi, il y a quelques heures, une position commune sur la Libye. Flora Sauvage. Après la France hier, c'est au tour de l'Union européenne. Aujourd'hui, les 27 pays de l'Union ont reconnu comme légitime le Conseil national de transition qui devient un interlocuteur pour les Européens. Monsieur Kadhafi n'est plus un interlocuteur. Il doit partir. Deuxième temps du raisonnement, le Conseil national de transition basé à Benghazi est pour le Conseil européen l'interlocuteur politique. Son action est saluée et est encouragée. Et l'idée d'une intervention militaire défendue par Nicolas Sarkozy et son homologue britannique David Cameron n'a pas été retenue par les 27. Je pense qu'il est important que les pays européens montrent leur volonté commune, qu'ils montrent leur ambition et leur unité en étant clairs sur le fait que le colonel Kadhafi doit s'en aller et que son régime est illégitime. Les positions franco-britanniques ont irrité leurs partenaires européens. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé Paris et Londres à ne pas semer la zizanie. Les dirigeants européens ont décidé d'étudier toutes les options possibles pour protéger la population libyenne. Ce soir, l'Union européenne appelle à un départ immédiat du colonel Kadhafi. Avec nous en direct de Bruxelles, François Baudonnet, notre correspondant. François, peut-on dire ce soir que l'Europe, sur le dossier libyen, adopte une position extrêmement prudente? En tout cas, il n'y aura pas dans l'immédiat d'intervention militaire sur le terrain. Oui, exactement. Si on devait résumer en deux mots la position des Européens ce soir, ce serait prudence et fermeté. Prudence parce que les 27 ne veulent pas d'une intervention militaire en Libye. La chancelière allemande vient d'ailleurs de dire qu'elle était fondamentalement sceptique à ce sujet, même si elle reconnaît que la situation est très évolutive. On est donc loin des frappes ciblées que proposaient la France et la Grande-Bretagne il y a quelques heures à peine au début de ce sommet. Mais fermeté tout de même parce que l'Europe laisse ouvertes toutes les portes. Les 27 disent qu'ils envisageront toutes les options nécessaires, à condition que ce soit dans le cadre de l'ONU et avec le soutien de la Ligue arabe. Dans ces options, il y a bien sûr la zone d'exclusion aérienne qui est en discussion maintenant depuis plusieurs semaines. Fermeté également parce que les Européens appellent clairement au départ du colonel Kadhafi. Le Conseil national de transition, c'est-à-dire l'opposition, est jugé légitime par les 27 et que d'autres sanctions pourraient être prises à l'encontre du régime de Tripoli. Cela pourrait être par exemple le gel des avoirs des sociétés pétrolières libyennes. En résumé, les Européens ne décident d'aucune action immédiate, mais ce n'était pas le but de ce sommet. Mais leurs positions, qui étaient très éloignées, se sont rapprochées, avec une interrogation à laquelle ils ne veulent pas répondre. Que se passerait-il si les forces loyales au colonel Kadhafi l'emportent sur le terrain ? Merci beaucoup François Baudonnet. Alors nous avons posé la question aux internautes de notre partenaire le nouvelobs.com. Et voilà, vous la voyez, faut-il intervenir donc militairement en Libye? Vous n'êtes que 30% à répondre oui à cette question. Alors, après cette question, faut-il intervenir militairement en Libye? En Libye, sur le terrain, les forces du colonel Kadhafi sont toujours déterminées à reconquérir l'est du pays. Elles ont poursuivi aujourd'hui leurs attaques à partir de la ville de Ras Lanouf, cible la veille, vous en souvenez, d'un déluge de bombardements. Politique française et cette information qui nous est parvenue dans l'après-midi, la proposition de loi sénatoriale pour plus de transparence dans les sondages, eh bien elle vient d'être inscrite à l'agenda de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Une inscription faite à la demande de Christian Jacob, le patron des députés UMP, qui laisse augurer d'une inscription possible à l'ordre du jour du Palais Bourbon dans les prochaines semaines. C'était hier, en revanche, que les sages du Conseil constitutionnel ont sévèrement censuré plusieurs mesures phares de cette fameuse loi LOPSI 2 sur la sécurité intérieure. 13 dispositions sur 142 ont été rejetées, en particulier celles qui visaient à aligner la justice des mineurs sur celle des adultes. Bonsoir Delphine Girard. Importante ces décisions du Conseil constitutionnel hier. Alors quelles sont les dispositions, quels sont les principes qui ont été retoqués par les sages de la rue Cambon? Oui, alors j'ai envie de dire, car même si effectivement le ministère de l'Intérieur s'est réjoui dans un communiqué que l'essentiel du projet de loi ait été entériné, c'est quand même une censure inédite par son ampleur. Alors parmi les principales mesures retoquées, eh bien, il y a l'extension des peines planchées aux mineurs n'ayant jamais été condamnés, la convocation d'un mineur devant le tribunal des enfants sans passer par le juge des enfants, la possibilité de punir pénalement les parents dont les enfants n'auraient pas respecté un couvre-feu. Ce sont des mesures, vous l'avez dit, donc, qui concernent le droit pénal des mineurs et sur lesquelles le Sénat s'était montré très réservé, même au sein de la majorité. Parmi les autres articles invalidés, eh bien, il y a
l'évacuation forcée des terrains occupés illégalement, sans demander l'avis du propriétaire des terrains, l'aménagement des salles d'audience dans les centres de rétention pour juger les étrangers. Et puis enfin, en ce qui concerne la vidéosurveillance, le Conseil constitutionnel a censuré l'exploitation des images par des personnes de droit privé. Bref, c'est l'essentiel du discours sécuritaire de Nicolas Sarkozy, discours prononcé à Grenoble qui est vidé de sa substance. Le fameux discours de Grenoble. Alors, on s'en souvient, 60 sénateurs et 60 députés des bancs communistes et des bancs socialistes avaient déposé des recours. On peut dire aujourd'hui qu'ils ont eu largement gain de cause. Oui, car c'est vrai que depuis 1974, les parlementaires peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour demander la constitutionnalité d'une loi. Il faut en effet être minimum 60 députés ou 60 sénateurs. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Mais finalement, ce n'est pas vraiment une surprise, cette censure, car tout au long des débats, notamment ici au Sénat, eh bien, les sénateurs de gauche, mais aussi de droite, avaient mis en garde le gouvernement contre le risque d'inconstitutionnalité de certaines mesures. Et 3 jours après la fronde de la majorité à l'Assemblée nationale sur l'extension de la déchéance de nationalité, eh bien, c'est une sévère mise en garde qui est adressée à l'exécutif par le Conseil constitutionnel sur le respect des libertés et des principes fondamentaux. Merci beaucoup Delphine de ces précisions. Nos invités sur notre plateau vous ont écouté avec beaucoup d'attention. Je vous les présente. Bruno Bechiza, vous êtes secrétaire national à l'emploi des forces de sécurité à l'UMP. Vous êtes par ailleurs élu régional en Ile-de-France. Et je salue Nicole Borvo-Cohen-Seat, la présidente du groupe communiste ici au Sénat. Et je vois que vous avez le sourire, Madame Cohen-Seat, à la suite de cette décision des sages du Conseil constitutionnel hier soir. Écoutez, évidemment, je me réjouis de la décision du Conseil constitutionnel. Tout n'est pas sanctionné dans la loi LOPSI. Moi, personnellement, avec mon groupe, nous avons critiqué ne serait-ce que le fait de prendre cette loi, c'est-à-dire une nouvelle loi d'aggravation pénale, de stigmatisation des étrangers. Enfin bon. On se souvient du groupe communiste très présent sur cette loi pendant les discussions. Donc, je pense que si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui manifeste clairement qu'à l'intérieur même de la majorité, il y a quand même, disons, une alerte à l'adresse tout particulièrement du président de la République. Pour vous, c'est un camouflet qui est adressé au président de la République. Oui, on évoquait le discours de Grenoble à l'instant. On l'a vu d'ailleurs dans le débat au Sénat, c'est-à-dire un certain nombre de personnes dans la majorité s'alarment quand même des dérives sécuritaires de plus en plus évidentes et xénophobes du président de la République. On a vu le discours de Grenoble et puis on le voit à maintes occasions. Donc je pense que compte tenu de la composition du Conseil constitutionnel, ça se traduit quand même cela. Et donc je trouve que c'est vraiment important que justement il est sanctionné. Mais enfin, ça n'enlève rien quand même, ni à la loi elle-même, ni à ce que je vois des préconisations de l'UMP aujourd'hui en matière d'évolution de la justice. Bruno Bechiza, est-ce que l'esprit global de ce texte est aujourd'hui conforme à ce qu'il était il y a encore quelques heures? Alors, oui, et c'est surtout que j'aimerais pour vos téléspectateurs revenir quand même un peu sur ce qu'est cette loi. 142 mesures qui sont très différentes, vous l'avez un peu dit, en disant finalement, en remarquant les 13 mesures censurées par le Conseil constitutionnel, on a quand même 142 dispositions qui balayent un champ très vaste des attentes de nos concitoyens. Ça va du filtrage Internet contre la malheureusement contre la pornographie, contre tout ce qui touche les enfants. On est sur la sécurité dans les transports avec des habilitations d'agents qui peuvent contrôler. On est sur la sécurité routière. On est sur l'aggravation. Et donc j'aimerais quand même revenir sur le fait qu'il y a 129 mesures qui sont passées. Alors après, on peut avoir effectivement une lecture uniquement politique. Moi, je pense que l'esprit de ce qu'a voulu faire le président de la République, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une demande croissante de nos concitoyens sur des sujets et il faut trouver des mécanismes nouveaux. Alors effectivement, ça peut coincer. À partir du moment où on fait de la novation, ça peut choquer, ça peut coincer au niveau du Conseil constitutionnel et ça va obliger la majorité présidentielle à réfléchir sur certains sujets. J'aimerais poser un cas concret sur une mesure qui m'est chère. Je suis élu, vous l'avez dit, de l'Île-de-France. Je suis élu de la Seine-Saint-Denis. Vous avez ce problème de l'évacuation. Quand on parle ici, autour de cette table, bien au chaud, du problème du texte qui peut effectivement être une atteinte, si je vous écoute, aux pauvres. On veut virer les gens qui sont sur les terrains illégalement. Vous parlez des campements illicites. Sauf que, en Seine-Saint-Denis, pendant cette année, il y a eu 2 incendies de campements occupés par des Roms,
où vous avez un enfant qui est mort, et vous avez un enfant qui est mort, et vous avez des conditions sanitaires et sociales qui sont déplorables. Est-ce qu'on va finalement de fait autoriser l'installation en France de bidonvilles? Donc vous voyez que ce même argument, on peut le retourner. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ne fasse pas de ces censures du Conseil constitutionnel finalement un trophée politique. C'est bien dommage. Madame Borvo, est-ce qu'il faut définitivement abandonner ces dispositions ou au contraire, l'exécutif, vous pensez qu'il peut remettre sur le tapis, au Parlement en particulier, ces textes? J'ai dit qu'il faut les abandonner. Je voudrais signaler quand même au passage que quand on constate que des camps de Rome, parce que c'est le cas, ont été victimes d'incendies criminels, on peut s'interroger justement sur l'impact du discours du président de la République et de quelques adeptes qui stigmatisent en permanence ces populations. Et puis s'il y a des bidonvilles en France, écoutez, il y en a eu et il y en a encore 40 ans après, on ne peut que déplorer les résultats des politiques menées qui font qu'il y a des gens qui n'ont pas de domicile dans ce pays. Vous pensez, monsieur, qu'on officialise quelque part les bidonvilles, comme le disent certaines voix à droite? Si on reste en état, oui. Parce que finalement, on n'a plus d'outils pour vraiment faire en sorte... C'est le cas pratique. Moi, j'aimerais qu'on se mette ici à la place, non seulement des personnes qui vivent dans les conditions, et du voisinage. C'est toujours la même question. Mais on a ça sur, effectivement, beaucoup de problèmes. C'est la justice des mineurs. J'ai vu un communiqué de presse tout à l'heure d'un magistrat de la Seine-Saint-Denis qui était très content de la décision du Conseil constitutionnel. Sauf que le surnom de ce même magistrat chez les voyous de la Seine-Saint-Denis, c'est Papa Noël. Alors je voudrais qu'on revienne sur un point, c'est la justice des mineurs, l'un des principes importants qui a été retoqué hier par le Conseil constitutionnel, qui réaffirme en particulier la spécificité de la justice des mineurs. Est-ce qu'il fallait absolument réaffirmer ce principe de base de la justice française? Bien sûr. D'abord, je crois qu'il faut réaffirmer un principe, c'est que quand on est mineur, on n'est pas majeur, ça paraît évident, mais apparemment ce n'est plus du tout évident pour le président de la République. Alors et il dit sa quand même, majorité. Nicolas Sarkozy, que le mineur d'aujourd'hui n'est pas celui des années 50. Oui, mais alors là, le mineur de 1945 n'était pas celui de 1850, etc. Et le président de la République n'est pas le président de la République de l'époque. Alors vous savez, j'ai l'habitude de ce genre de discours. Les mineurs sont mineurs. Et s'ils mesurent 1m80, en plus, vous savez, ça a une connotation, ce discours. Je l'ai bien entendu, le président de la République, un mineur d'1m80, 5, il a même dit. C'est une connotation, c'est presque une connotation ethnique. Donc, je trouve ça détestable. Un mineur est un mineur. Et si aujourd'hui on a tellement de mineurs délinquants, il faudrait s'interroger sur le pourquoi, parce que vous savez, toutes les mesures et toute la politique qui a été menée depuis 10 ans n'ont pas empêché la délinquance violente d'augmenter. Bruno Buchizal, les mineurs en Seine-Saint-Denis, vous devez les connaître. Je le répète, un mot, ce sera le dernier. Un mot, l'ALOPSI, c'était des mesures techniques. En Seine-Saint-Denis aujourd'hui, qui fait le deal, qui fait le chouf? Effectivement, ce sont des mineurs. Donc il faut bien qu'on se penche à nouveau sur ce problème des mineurs, de comment résoudre et que faire face à certains mineurs. Point. Merci madame, merci monsieur d'avoir accepté ce soir notre invitation sur notre plateau. Nous sommes vendredi, un peu plus d'une semaine maintenant du premier tour des élections cantonales. C'est tout de suite la page cantonale de cette édition, tout de suite. Et pour commencer, ce coup de projecteur ce soir sur l'un des départements test d'une élection qui peu à peu trouve sa vraie place dans le débat politique, la Côte d'Or, où le centriste François Sauvadet, à la tête du département, est aujourd'hui menacé. Sur place, la campagne déplace les ténors politiques. Martine Aubry, par exemple, a fait le déplacement dans l'espoir de voir le département basculer à gauche. Regardez ce reportage, il est signé Thomas Soulier. Comment ça se passe bien? Bonjour. Écoute, tout va bien. Cela fait à peine 3 ans que François Sauvadet dirige la Côte d'Or. Mais voilà, le candidat centriste soutenu par l'UMP est aujourd'hui sur la sellette. Le département pourrait basculer à gauche. On va lui dire bonjour. La droite dispose d'un seul canton d'avance sur les 21 renouvelables. Alors rien n'est laissé au hasard. Tractage, porte-à-porte, les candidats de la majorité misent sur une campagne de proximité. Je venais voir si les aides du Conseil général avaient été utiles ou pas. Du local et rien que du local. Dans un contexte national peu favorable à la majorité, l'objectif est d'éviter le vote sanction. Le Parti socialiste veut nationaliser cette campagne, alors que c'est une campagne qui intéresse chaque département et chaque territoire, chaque canton.
Et donc ce qui est en jeu, c'est l'avenir de ce département de la Côte d'Or, avec une vision différente que nous avons avec la gauche. Les élections cantonales, enjeu local ou national? Les deux, répond le Parti socialiste, qui espère gagner le département. Pour cela, les candidats locaux peuvent compter sur le soutien des ténors du PS. En tête, la première secrétaire, Martine Aubry. Quand on parle des atouts de la France, c'est vraiment ça. Voilà. La chance d'avoir une agriculture performante et de qualité, c'est celle-là qu'il faut défendre et accompagner. La Côte d'Or a besoin d'avoir un autre département qui soit vraiment un bouclier social face à la politique de Nicolas Sarkozy. Nous nous battons pour 2012, mais nous nous battons dès maintenant pour changer les choses et le département, c'est l'occasion. La Côte d'Or, un département clé pour la gauche, le début de la reconquête en vue de 2012. Et l'alternative se construit d'abord ici, dans les bastions de droite. Nous apportons un nouvel espoir. Ça fait 30 ans que la droite dirige ce département. Je le dis simplement, le temps de l'alternance est venu. Mais la victoire n'est pas encore assurée, car les écologistes, alliés fidèles du PS, revendiquent désormais leur autonomie. Bonjour messieurs, dames. La preuve, des candidats d'Europe Écologie se présentent dans les 2/3 des cantons. Bonjour Philippe Schmitt. Bonjour. Vous êtes tous journalistes? Non. Malgré leur manque de notoriété dans le département, les Verts veulent créer la surprise. Aucun accord n'a été conclu avec le Parti socialiste. Dans certains cantons, le PS ne pourra pas compter sur le report des voix écolo. Si effectivement on faisait plus de 12,5%, la question ne se poserait pas, on se maintiendrait. Le PS en quête de pouvoir aussi. Cela joue un peu patron. La Côte d'Or, un enjeu majeur pour tous les partis, mais qui a du mal à intéresser les électeurs. L'abstention pourrait atteindre des records. Voilà, premier tour en Côte d'Or comme dans d'autres départements, c'est dimanche prochain, vous le savez, le 20 mars. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Vous avez été observateur comme beaucoup de la percée du Front National dans les sondages, dans l'opinion. Et à une semaine du premier tour, eh bien, l'hypothèse de duel opposant des candidats du Front National à des candidats socialistes sème un peu le trouble à droite. Il y a eu des voix qui se sont élevées. Nathalie Kosciusko-Morizet ou même le président du Sénat, Gérard Larcher, pour dire que dans un tel cas de figure, eh bien, la droite devait voter pour le Parti socialiste. Nicolas Sarkozy a dit non à cette possibilité. Il n'empêche, on sent une vraie fébrilité sur cette question à droite. Oui, il y a une vraie fébrilité. Il y a d'abord une réalité statistique. Vous venez de le dire, les derniers sondages donnent au plan national, en cas de présidentielle s'il y avait lieu aujourd'hui, un Front National entre 20 et 23%. Il y a une seconde raison qui est d'ordre principiel, c'est ce que l'on appelle le Front républicain. C'est une façon de dire où sont les limites. Du coup, c'est une façon aussi d'afficher le fait que le Front National est une formation d'extrême droite, pas exactement comme les autres. Ce n'est pas la droite de la droite, c'est l'extrême droite. Et puis, il y a une troisième raison, à caractère électoral et politique, pour ceux qui s'expriment en disant il faut se reporter vers le Parti socialiste, c'est faire barrage. Les derniers sondages montrent que 20% des électeurs de Nicolas Sarkozy à la présidentielle voteraient aujourd'hui Marine Le Pen si ils en avaient la possibilité. Donc c'est une façon aussi d'indiquer à l'électorat stop là. Il y a d'un côté l'UMP, de l'autre Front National, et évidemment, ça n'a rien à voir. C'est évidemment un élément important. Il faudra regarder si les reports se font. Ils devraient globalement se faire, mais il faut voir l'ampleur, sachant que il faudra aussi regarder ce que fera l'électorat du FN lui-même, alors même qu'il y a des candidats FN. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le sondage Valeurs Actuelles de ce matin montre que les 2/3 des électeurs actuels du Front National au plan national, justement, votent pour lui pour faire pression sur les autres formations politiques. Donc il pourrait retrouver la gauche ou la droite si c'était le cas au second tour. Alors Stéphane Rosès, on évoquait les duels, mais on peut parler également des triangulaires avec ce fameux seuil à passer, 12,5% au premier tour. Ça ne sera pas simple, ni pour le Front National, ni dans certains cas pour les candidats de l'UMP.
Oui, parce qu'il y a une abstention forte qui est redoutée du fait que ces cantonales ne bénéficient pas d'un couplage avec des élections nationales, que la réforme des collectivités territoriales arrive. Donc, par exemple, pour le Front National, ça veut dire qu'environ il devrait passer la barre de 30% il s'agit de 12,5% des électeurs inscrits. Mais pour les exprimer, ça fait environ 30%. Donc, ça ne va pas être évident. Ils peuvent peut-être tabler entre 50 et 80 primaires, et ce ne sera pas facile car on le sait, les cantonales, ce sont des élections de notables, de notabilisation. On le voyait dans votre petit reportage, ce qui fait que ça n'incite pas à utiliser ce vote comme étant un vote protestataire. Et puis des gens qui au plan national pourraient voter Marine Le Pen, eh bien ils connaissent leurs conseillers généraux, candidats de la majorité, donc ils y tiennent. Merci beaucoup Stéphane de vos éclairages. Alors vous le savez, un canton sur deux va voir ses représentants renouvelés d'ici 2 semaines maintenant. Le canton, une institution bien française dont Delphine Girard nous dévoile tous les secrets. La France est découpée en régions, en départements et en cantons. Le canton est la circonscription électorale des conseillers généraux, il n'y en a qu'un par canton. La plupart des cantons englobent plusieurs communes, ils n'en respectent pas toujours les limites, les villes les plus peuplées sont divisées en plusieurs cantons. Exemple, la ville de Lyon en compte 14. Le nombre de cantons est variable d'un département à l'autre. Le département du Nord, autre exemple, est découpé en 79 cantons, alors que la Creuse n'en compte que 27. Au total, il existe 4039 cantons, un nombre appelé à évoluer, car avec la réforme territoriale, en 2014, les cantons seront redécoupés. Voilà, prochain rendez-vous avec les élections cantonales vendredi prochain, bien sûr, et évidemment dimanche 20 mars à partir de 19h45 pour une soirée spéciale élection sur les chaînes parlementaires. Je vous rappelle la principale information de cette journée. Déjà plus de 1000 morts au Japon après le catastrophique tremblement de terre et le tsunami qui a suivi sur les côtes est de l'archipel. D'autres États du Pacifique, dont les îles françaises de Polynésie et l'archipel des Mariannes, ont pris des mesures d'urgence pour contrer l'arrivée des vagues sur leurs côtes. Et ce soir, il y a quelques instants, un ministre nippon indique qu'une petite fuite nucléaire serait possible sur l'une des centrales atomiques, les centrales nucléaires japonaises. Bien sûr, un dossier à suivre. Merci de votre fidélité. Très bon week-end à tous.